c'est une très bonne chose de pouvoir penser à la réforme de notre système judiciaire. C'est important parce que les réformes judiciaires participent à l'adaptation non seulement de la modernisation du pays, de notre socialisation, mais également aux intérêts nationaux du moment. Ce qui importe donc qu'ils soient, bien entendu, mis en rapport, cette évolution de la société, avec son système judiciaire, pour ne pas dire son système légal. Il est important pour les Gabonais de faire une analyse profonde de leur système judiciaire et de le rendre surtout performant, face aux nouveaux défis qui sont imposés par la communauté internationale et effectivement par les nombreux intérêts des nationaux, quant aux difficultés qu'on aurait pu observer dans le système judiciaire actuel, qui a été plusieurs fois aussi réformé, réadapté. Mais je pense que à l'aune de la démocratie, à l'aune des libertés individuelles qui voient le jour, à l'aune de l'état de droit qui se renforce, et surtout cet intérêt d'aller vers plus d'état de droit, vers plus de libertés individuelles, vers plus de protection des libertés individuelles, il est tout à fait normal qu'il y ait une réforme approfondie sur notre système judiciaire. Mais il faut dire aussi que en intervenant en tant qu'avocat, en tant que défenseur de droits de la défense, pour un certain nombre de dossiers que nous avons pu observer, à l'examen de ce dossier, à l'examen des résultats et des décisions de justice qui ont été rendues, à la pratique, à l'expérience des procédures que nous avons observées, nous pensons effectivement que nous pouvons effectivement dire qu'il y a des réformes qui sont nécessaires. Des réformes qui sont d'ailleurs cruciales et fondamentales. On peut prendre plusieurs exemples dont notre système judiciaire serait intéressant de voir apporter une réponse à ces situations-là. Dans le cadre, par exemple, des droits de la défense, il arrive très souvent que lorsque les personnes sont gardées à vue, alors même qu'il est écrit précisément, prescrit par le Code de procédure pénale, que dès la garde à vue, une personne a le droit d'être assistée de son avocat et même de son médecin, même de pouvoir faire venir son médecin pour avoir des examens médicaux en regard de sa situation médicale. Tout ceci, parfois, cela passe lettre morte dans certaines entités où il y a des difficultés à ce niveau. Et que très souvent, les avocats sont obligés, dans ces circonstances-là, de saisir les autorités judiciaires afin que les droits de la défense d'une personne qui est simplement gardée à vue mais qui n'est pas soumise à aucune condamnation sont déjà à ce niveau-là mis en péril. Et donc il faut une clarification à ce niveau. Il faut une grande clarification à ce niveau pour que le principe du contradictoire puisse jouer. Dans la mesure où, si nous regardons le système anglo-saxon, parce qu'il est intéressant de regarder les systèmes judiciaires d'autres États, comment ils fonctionnent, et quand ils sont efficaces, de voir dans quelle mesure nous pouvons nous adapter à cette... Le système anglo-saxon qui s'appuie sur un système accusatoire, c'est-à-dire que la personne accusée et l'accusateur sont au même niveau, même lorsque la procédure est déclenchée. C'est-à-dire que la personne poursuivie doit apporter ces éléments de réponse face aux accusations qui sont portées contre elle. Mais la personne qui poursuit aussi doit aussi justifier les raisons pour lesquelles elle poursuit l'autre partie. Et jusqu'à ce que la personne est jugée, jusqu'à ce qu'elle passe devant les tribunaux, tous les droits de la personne, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à ce qu'il est renvoyé devant une jugement, sont garantis par la Constitution, et de telle sorte que
il n'y a pas un seul moment où il ne peut être assisté par son avocat. Nous, on a une difficulté, c'est-à-dire que quand vous sortez de la garde à vue et que vous êtes renvoyé devant le parquet, très souvent, l'avocat ne peut pas assister à l'audition de son client au parquet, devant le ministère public, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal du point de vue du principe accusatoire, c'est-à-dire que la personne doit être assistée. Bien entendu que lorsque la personne est déférée devant le parquet, il n'est pas devant une juridiction de jugement. C'est-à-dire que l'avocat n'est pas en droit de plaider ou d'exercer le rapport des droits de la défense sur tous les principes du contradictoire et qu'il devrait intervenir pour remettre en cause les poursuites. Non. Dans la mesure où au pénal il assiste, il peut accompagner son client. Il peut être à côté de lui. Il peut prendre des notes qui lui permettront, au moment de répliquer lorsque son client sera jugé, ou bien lorsqu'il sera devant le juge d'instruction, d'avoir suffisamment d'informations pour défendre au mieux son client. Ça, c'est très important, ces éléments d'argumentation, parce qu'effectivement, on a toujours une coupure entre le déferment de la personne au parquet. À un moment donné, l'avocat ne peut pas assister à l'audition. Ensuite, si l'affaire est envoyée devant le juge d'instruction, il devra pouvoir se constituer par une lettre écrite qu'on appelle lettre de constitution. Et à ce moment-là, il pourra intervenir pour le compte de ce client. Mais là encore, il y a plusieurs étapes. Mais là, je suis spécifiquement dans le cadre de la procédure pénale. D'accord? Mais le système doit aussi se réformer sur un certain nombre de points. C'est-à-dire que on a parfois remarqué dans certains ressorts territoriaux, par exemple, où le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, par exemple, est répandu. Et très souvent, vous pouvez avoir une session criminelle où il n'y a que cette infraction. Et on peut se poser une question. Si l'année avant, on a jugé une cinquantaine de personnes pour le même crime, l'année d'après, on va juger une centaine de personnes pour le même crime, ça veut dire qu'il y a un problème avec d'autres systèmes judiciaires. Donc, il ne suffit pas une fois que les personnes sont condamnées, la personne est jutée, le crime est terminé, non. Ceux qui sont les fondateurs même du droit pénal, des auteurs comme les Bentham et autres, disent que le principe c'est la prévention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que le crime soit réalisé, ensuite de sanctionner. Il faut faire en sorte que le crime ne puisse pas se produire. D'accord? Effectivement, on ne peut pas prévoir les comportements des individus, mais lorsque ces comportements se répètent avec des personnes différentes, mais dans les mêmes conditions, sous la même forme, je pense qu'il faut y mener une réflexion. Les lois sont faites pour la société, pour réguler la société en fait. Les lois sont faites pour réguler la société, pour réguler les rapports entre les individus. Elles sont faites pour que la société soit meilleure. D'accord? Donc, les lois que nous ferons, si elles n'arrivent pas à améliorer le comportement des individus, alors ces lois-là n'ont pas d'efficacité. Ça ne sert à rien de les appliquer puisque le comportement des individus ne s'améliore pas. Un système judiciaire fonctionne lorsqu'on se rend compte que les personnes, dans le cadre des infractions pour lesquelles elles ont été poursuivies, ces personnes-là s'améliorent et les crimes qui ont été condamnés sous les formes que ces crimes ont pu être commis, on doit constater qu'il y a une baisse de la criminalité. Ça veut dire que le système judiciaire, il fonctionne très bien. Lorsqu'il y a une augmentation des criminels, alors même que le système judiciaire sanctionne en permanence, ça veut dire que ce système judiciaire-là a un problème. Il y a une difficulté à ce niveau. Donc il faut pouvoir apporter des réformes sur toutes ces situations. D'abord en aval, en amont, ensuite en aval. Il faut pouvoir rendre le système judiciaire performant.
Sur un certain nombre, sur d'autres critères. Voilà, un critère souvent que j'ai souvent observé et qui m'est apparu souvent curieux, c'est le problème des infractions spéciales et des procédures spéciales par rapport à un certain nombre d'infractions. Une difficulté, c'est que quand vous observez, par exemple, des personnes qui sont à Mabanda, ou bien à Moulengi Binza, ou à Totanzala, plus loin dans les forêts, qui ont, par exemple, commis un crime phonique, qui sont désormais, une infraction phonique, qui sont désormais interdits par un certain nombre de lois spéciales, et tout ça. Ce qui, par exemple, enfreignent les lois en matière de protection des espèces, de violation des règles relatives aux espèces protégées. Ces faits sont parfois commis dans des villages reculés. Et lorsque ces personnes sont arrêtées, c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais parfois ce sont des infractions commises dans les grandes forêts, par des villageois, par des paysans. Ces personnes-là sont souvent déportées. C'est-à-dire, si vous avez été pris à Mabanda ou à Totanzala, on vous prend, on vous amène à Libreville. Parce qu'on dit que c'est une infraction spéciale, vous allez être jugé par les tribunaux spéciaux, et puis vous allez vous retrouver à Libreville. Moi, j'ai toujours trouvé cela une sorte d'incongruité, parce que je me dis, mais ça, c'est de la déportation. Si vous avez commis un forfait dans un ressort territorial qui est le vôtre, ce sont les instances judiciaires de ce ressort territorial qui doivent vous juger, qui doivent vous entendre, qui doivent mener des enquêtes et qui doivent vous juger. Et si vous devez être condamné ou emprisonné, vous devez faire la prison dans votre ressort territorial. Ce qui permet à vos parents de vous fréquenter, de vous apporter leur soutien, leur aide alimentaire et en cas de maladie, les soins qu'il faut. Mais lorsqu'on vous déporte, quand on vous enlève par exemple à Moulengi Binza ou à Totanzala ou à Mabanda ou à Mimongo, où vous avez commis un forfait contre un éléphant ou bien toute autre espèce protégée, et qu'on vous ramène à Libreville pour être entendu et jugé, je pense que du point de vue d'abord de la logistique, ça cause un certain problème, et du point de vue des droits de l'homme, de la personne qui est déportée pour ramener vers une autre juridiction, ça cause aussi des problèmes. C'est-à-dire, si on revient sur la formule de Bentham, ce qui importe, c'est que la sanction a pour but d'améliorer le comportement de l'individu. D'accord? La sanction n'a pas pour but simplement de punir, c'est-à-dire de faire payer à la personne, face à la société, les faits qu'on lui reproche. Mais en fait, la sanction, c'est pour rendre meilleure la personne. C'est pour faire comprendre à la personne que l'acte que vous avez commis, et c'est un acte qui est interdit, c'est un acte qui n'est pas autorisé, et la loi réprime. Il y a des condamnations pour cela. Donc, pour que la personne comprenne ces faits-là, qu'il a par exemple agressé un animal protégé, une espèce protégée, comme les éléphants par exemple, et qu'on est obligé de le prendre au fin fond de son village pour le ramener à Libreville afin qu'il soit jugé devant le tribunal spécial, ce n'est pas ce qui lui fera comprendre que le fait qu'il soit déporté, ça lui démontre que l'acte qu'il a posé est grave. On peut le juger dans son ressort territorial, ça n'enlève en rien le fait qu'il se rende compte qu'il a violé la loi et que les instances judiciaires le poursuivent pour cette situation-là. Parce qu'après, ce sont des personnes qui arrivent, qui ont du mal à être prises en charge et qui ne peuvent même pas prendre un avocat, qui se retrouvent comme ça perdus, qui parfois ne savent même pas qu'est-ce qui leur est reproché. Donc tout ceci, il faut, je pense, regarder toutes ces choses-là en profondeur, tous ces éléments d'observation, de critique, pour permettre aux personnes d'être jugées dans les circonstances de protection totale de la loi. Et il n'y a pas cela, il y a d'autres paramètres que l'on a souvent observés. Je prendrai par exemple l'exemple des sessions criminelles. Très souvent, dans les sessions criminelles, la personne qui est accusée du crime ou la personne ou le meurtrier qui est poursuivi, qui est mis en cause dans une affaire criminelle, il a un avocat
qui lui est gracieusement donné par l'État. C'est l'État qui prend en charge cet avocat qui va pouvoir le défendre. Mais il ne faut pas oublier que le principe du droit, c'est le principe de l'équilibre, le principe de l'équité, de l'équilibre. C'est un principe universel qui est garanti d'ailleurs par la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 10. D'accord? Mais la partie civile, qu'est-ce qu'on en fait? Si une partie civile n'a pas d'avocat, c'est-à-dire que les personnes qui sont victimes des faits qui ont été commis par la personne poursuivie, soit c'est des cas de viol, soit parfois des meurtres, soit des assassinats, il arrive souvent que la personne qui vient aux intérêts de la victime, qui est parfois décédée, disparue, donc parfois n'a pas retrouvé le corps, n'est pas assistée. Et peut-être n'a même pas les moyens de se prendre un avocat. Donc ce déséquilibre-là, je pense qu'il est important que ce déséquilibre puisse être remis en cause. Il faut que toutes les parties aient la possibilité d'être défendues. Il faut savoir que dans un État qui se veut démocratique, il y a un rapport d'interconnexion entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et d'ailleurs, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dit bien que tout un État où la séparation de pouvoir n'est pas déterminée, n'est pas une démocratie. Donc l'état de droit, c'est déjà le fait qu'il faudrait que la séparation de pouvoir soit évidente entre le judiciaire qui sanctionne la violation des lois, entre l'exécutif qui va faire exécuter les lois et le législatif qui va voter les lois. Donc nous avons en réalité un rapport entre justice, il y a la justice, et la démocratie, c'est-à-dire que le monde politique a également un rôle dans le cadre de la réforme du système judiciaire. Pourquoi? Parce que c'est les parlementaires qui votent les lois. D'accord? Et les lois, en réalité, lorsqu'elles sont prises, elles doivent avoir une consonance, un lien direct avec les populations. C'est-à-dire, tout au plus, s'agissant de nos coutumes et traditions, que les lois que nous allons mettre en place devront respecter, mais faire en sorte aussi que ces lois, pour qu'elles soient respectées, il faut que la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, qu'on parle de loi fondamentale, on parle d'ailleurs de constituante, qui prendrait en compte toutes les entités de la nation, toutes les entités du pays, qui vont apporter leur concours à l'édification, à la rédaction d'une constitution qui soit en même temps en phase avec nos coutumes et traditions, qui soit également en phase avec la modernité, avec la situation du moment et ce qui se passe dans le monde en termes de préservation des droits fondamentaux et des libertés individuelles qui doivent être définies, qui doivent être suffisamment définies, de telle sorte que toute personne se retrouve à l'intérieur de la Constitution. D'accord? Et de l'autre côté, il y a des restrictions dans l'Ancien Régime qu'il faut revoir. Dans l'Ancien Régime, il était arrivé qu'il ait pu exister, ou qu'il en existe encore, les règlements faisant dire que, par exemple, un avocat qui n'avait pas 15 ans d'expérience depuis sa prestation de serment ne pouvait pas intervenir devant la Cour constitutionnelle. En même temps, ces règlements disent que n'importe quel citoyen, même n'ayant aucune expérience juridique, peut saisir la Cour constitutionnelle lorsque ses droits fondamentaux ou lorsqu'il est frappé par un texte qui violerait la Constitution, les prescriptions de la Constitution. Donc, vous trouvez qu'il y a quand même un déséquilibre, une incompréhension. Comment un avocat qui a 15 ans d'expérience ne peut pas postuler devant la Cour constitutionnelle
qui est la haute juridiction qui organise et régit toute l'activité juridique du pays, administrative et juridique du pays, et que le citoyen qui n'est pas formé pour la défense des intérêts des personnes et autres peut de manière singulière saisir la Cour constitutionnelle en cas d'une inconstitutionnalité qui pourrait le frapper. Donc tout ceci, ça pose réellement problème. Nous pensons que en matière d'équité et de justice, toute personne a droit à être défendue de manière équitable devant toutes les juridictions. Quand je vois une personnalité comme le bâtonnier Ndaoré Bongo, qui est président du Conseil national de la démocratie, c'est un juriste chevronné qui a écrit de nombreux livres judiciaires, dont celui de 1981, Les institutions judiciaires du Gabon. Je pense qu'il est l'un des rares qui a écrit des textes aussi pertinents. Mais il y a aussi, je pense, Max Raimondo qui a écrit, je crois, le droit administratif gabonais, qui sont des références en termes de recherche judiciaire. Je prends par exemple l'exemple d'un dossier que j'ai plaidé il y a longtemps, sur le fameux article 141 qui est reparti d'abord dans l'ancien code pénal et qui est revenu dans un code pénal réformé. Mais je vous assure que si je n'avais pas eu en ma possession cet ouvrage des institutions judiciaires du Gabon de 1981 qui a été écrit et publié par M. Ndao, je n'aurais pas eu cette jurisprudence parce qu'il faut qu'il y ait des jurisprudences. Il avait une jurisprudence de 1979 qui avait permis à une personne qui était poursuivue pour détournement des deniers publics et qui avait pu, en saisissant la Cour de cassation, qui avait réussi à faire annuler cette procédure. C'est en m'inspirant de cet ouvrage et de cette décision de justice telle qu'il avait commenté dans son ouvrage qui a permis de me faire voir une étincelle et de dire dans le dossier que j'avais, en m'appliquant sur cette procédure-là, je pouvais arriver au même résultat. Et c'est ce qui est arrivé. Donc il y a des personnalités comme M. Ndao, il y a des personnalités comme aussi le bâtonnier Akumbu Moulona, qui a aussi fait plusieurs rédactions en matière pénale et qui avait d'ailleurs un super thème en droit pénal, pourquoi faut-il punir, qu'il l'a ramené à chaque année. Et souvent je me disais, mais pourquoi il fait revenir chaque fois le thème, pourquoi faut-il punir? Et il y avait toujours quelque chose de nouveau à écrire là-dessus. Et lorsqu'avec lui, il développait le concept de la défense sociale nouvelle, avec Marc Ancel, un magistrat français, qui, dans les années 50, a fait une excellente théorie sur la défense sociale nouvelle, après qu'on ait développé plusieurs théories de plusieurs écoles. Je pense que, pour revenir sur la réforme du système judiciaire, il faut une participation de ces personnalités-là, qui ont une plume pertinente et qui ont une observation de la vie judiciaire de notre pays, qui a une certaine acuité. Et à mon avis, cela permettra de mettre en place des réformes pertinentes lorsqu'on aura consulté toutes les personnes ressources qui, à leur époque, se sont impliquées dans la réforme, dans l'écriture, dans un apport doctrinal concernant les droits et libertés individuelles.